tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Donc aujourd'hui on est vendredi 25 mars et normalement je poste mes vidéos le jeudi. Et ben là en fait j'ai pas pu, j'ai fini mon livre que jeudi soir tard. Du coup jeudi je travaillais, j'ai pas pu filmer, monter, poster. Et je me suis dit bah pourquoi est-ce que ça t'enquiquine tant que ça, pourquoi est-ce que tu la posterais pas vendredi puisque ça te tient à cœur de faire quand même une vidéo cette semaine et que le vendredi je ne travaille pas. En plus ma petite chérie est à la crèche aujourd'hui donc pourquoi pas. Et bah oui, en fait, voilà, j'ai vraiment envie de faire un update lecture cette semaine parce que ça fait trop longtemps que j'ai enfin 2 lectures à vous présenter qui sont plutôt cool, donc pourquoi pas. Et bah du coup, si, on y va et c'est parti. La première lecture que j'ai à vous présenter, et c'est quasiment la seule lecture que j'ai fait au mois de février. Alors en fait j'avais quand même lu Anne de Green Gables, quand même je m'en suis rendu compte que j'avais pas lu que ça. Mais en même temps au vu de la bricasse que c'est, ça peut se comprendre. Et donc j'ai lu enfin Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction. Donc c'est le tome 4 de la saga Un palais d'épines et de roses, puisque en fait c'est le tome 3,5 qui était sorti la dernière fois. Moi qui avais pensé que c'était un tome 4 et que j'étais un peu déçue de l'épaisseur et puis de l'histoire, et ben en fait non, c'était un intermédiaire. D'ailleurs je vous disais à un moment donné que je n'aimais pas trop les intermédiaires, et ben là ça se confirme aussi. Bref, donc tome 4 de cette saga. Donc pour vous faire un très rapide résumé de la saga, c'est la réécriture de La Belle et la Bête. Donc en gros le tome 1 c'est vraiment en gros une réécriture de La Belle et la Bête côté faé, côté tout ça. Et bah après bah, ça continue en fait dans le même univers, on va creuser, on va avoir les différentes cours avec les différents pouvoirs de chaque cour. Et donc nous on suit Fer en fait dans la première trilogie qui équivaut à Belle en fait. Et puis voilà, on va suivre son périple et puis on va suivre la guerre, tout ça. Donc voilà, j'ai une passion débordante pour cette saga et je ne vous cache pas que le tome 4 me faisait très peur puisque dans ce tome 4 en fait on va suivre donc Nesta, la sœur aînée de Fer. Donc elle est très antipathique depuis le début et au vu de ce qui lui arrive dans le tome 3, je crois que c'est dans le tome 3, dans le tome 2, je ne sais plus. Peut-être le 3, bref, je ne sais plus. Au vu de ce qui lui arrive, ça ne l'améliore pas du tout au niveau de son comportement et de son antipathie. Et donc voilà, ça me faisait un petit peu peur, surtout que comme je vous disais, c'est une belle brique qui fait à peu près 800 pages. Mais d'un autre côté, on est toujours en fait dans l'univers justement de ces faées, tout ça. Et cette saga en fait me tient tellement à cœur que je voulais quand même lire le tome 4, quitte à être déçue et à me dire j'arrête complètement ici. Et dans ma tête, je ne garde que les 3 premiers tomes parce que voilà, ça reste quand même une saga topissime sur les 3 premiers tomes, donc voilà. Donc je me suis lancée en sachant qu'en plus les critiques qui pouvaient lui être faites c'était que souvent il y a un petit autocollant où c'est marqué moins de 18 ans parce qu'il y a énormément de scènes de sexe en fait à l'intérieur. Et donc du coup en fait le reproche qui lui est fait c'est que la saga va vraiment basculer dans ce côté érotique, sexuel, tout ça, et que du coup, voilà, c'est plus trop ce à quoi on était confronté dans les premiers tomes. Donc voilà, je partais vraiment là-dessus. Honnêtement, moi, des scènes érotiques, des scènes comme ça ne me dérange absolument pas. Quand ça prend par contre sur 800 pages, quand ça prend 500 pages et qu'on en oublie l'univers de folie, on en oublie les personnages, la trame de fond, là par contre ça ne me convient plus du tout. Vraiment au niveau du résumé, je peux pas vous faire plus à part vous dire que c'est un tome 4, c'est sur Nesta. Si, je vais quand même vous dire que, en gros, après tout ce qu'elle a vécu, Nesta, ça devient une épave, hein, clairement, au début de ce tome 4, c'est une épave, et sa famille va lui mettre un gros coup de pied dans le derrière, en lui disant « reprends-toi, on en a marre de t'entretenir pour que tu te détruises, en fait, donc reprends-toi », et elle va être envoyée en entraînement, en fait, avec le personnage de Cassian, et en parallèle, elle va aller aider à la bibliothèque du pavillon.
Donc le matin elle s'entraîne avec Cassian et l'après-midi elle va au pavillon aider à la bibliothèque. Et voilà, je ne peux vous dire que ça au final parce que si vous n'avez pas lu la saga, je veux pas trop vous spoiler. Et d'un autre côté, si vous n'avez pas encore lu celui-là et que vous avez les informations sur les 3 premiers tomes, voilà, ça vous suffit en fait de savoir que c'est ça parce que c'est vraiment ce qui se passe au tout début. Donc voilà, là on est à peu près à jour. Et au final, le personnage de Nesta est antipathique au possible dans ce tome 4 au début, mais elle va subir une évolution incroyable. On la comprend, le fait que ce soit elle le personnage principal, on comprend en fait pourquoi elle est comme ça. Alors ça n'excuse pas tout, mais elle a quand même énormément de circonstances atténuantes. Et on va comprendre certaines petites choses dans les tomes précédents, les non-dits, les fausses croyances, tout ce qui va être dans le paraître, dans le faire voir aux autres et voilà. Puis bon, elle a quand même un caractère bien trempé, mais bien trempé pas dans le sens forcément positif du terme. Mais là en fait, le fait qu'elle aille en entraînement avec Cassian, le fait qu'elle découvre les prêtresses de la bibliothèque, voilà, elle va découvrir et elle va rencontrer énormément de personnages qui sont d'ailleurs tous trop mignons. Voilà, les prêtresses sont top, hein. Et voilà, en fait, j'ai vraiment aimé ma lecture. Alors, je l'ai traînée sur tout le mois de février parce que c'est une bricasse, parce que j'ai eu les travaux chez moi, parce que j'ai ma petite chérie qui me prend énormément de temps. Donc voilà, je l'ai traînée longtemps, mais c'était une joie pas possible de retourner dans ma lecture. Et pour tous ceux qui ont peur de se lancer à cause du petit autocollant moins de 18 ans, honnêtement, oui, c'est vrai, il y en a. Honnêtement, oui, à un moment donné, je me suis dit, ah, si ça part vraiment comme ça ne va pas le faire du tout. Et en fait, non. En fait, ce n'est pas que ça. Et je vais pas dire ça sert le récit parce qu'on pourrait s'en passer des scènes décrites, hein, mais ça ne choque pas au final. Il y a vraiment un moment, en fait, je crois que le premier tiers, quand je faisais mon vlog, je vous disais que je n'avais rien vu dans le premier tiers, donc ça me paraissait bizarre. Et dans les 2 derniers tiers, enfin dans le tiers du milieu, un petit peu beaucoup, peut-être un peu trop sur certains trucs parce que ce qui me gênait c'est quand il venait de se passer quelque chose. On en reparlait aussi quand il se passait rien, mais presque un peu trop en fait, et du coup c'était un peu lourd. Très vite en fait ça s'est gommé, et dans le dernier tiers, quasiment pas au final. Et non en fait ça m'a pas du tout gênée finalement, et je crois que si j'ai autant aimé ce tome 4, bon, comparé au tome 2, voilà, pour tous ceux qui savent que le tome 2 c'est mon préféré, que je ne rêve que d'une chose, c'est de le relire et de le relire et de le re-relire. Bref, c'est tout. Comparé au tome 2, ça n'a rien à voir, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là parce que en plus je partais vraiment avec des réticences. Le personnage de Nesta plus le petit encart moins de 18 et puis beaucoup d'avis négatifs par rapport à ça en fait. Et ben je pense que c'est pour ça que j'ai autant apprécié parce que personnellement en fait ça ne m'a pas trop dérangé. Et le personnage de Nesta que je comprends et que j'ai appris à apprécier en fait. Et puis l'évolution qu'elle a eue, la remise en question qu'elle a, le travail et le chemin qu'elle a fait, c'était vraiment trop bien. Et je ne peux que vous le conseiller si vous êtes un amoureux ou une amoureuse de cette saga et que vous avez un peu peur, et ben franchement lancez-vous quand même. Au pire vous vous arrêterez au tome 4, mais en vrai je pense pas qu'on puisse être tant déçu que ça. Après, c'est vrai que si on a vraiment une réticence pas possible à tout ce qui est érotique, scène décrite, tout ça, oui, franchement, n'y allez pas parce qu'il y en a, hein, clairement il y en a. Mais c'est pas le sujet principal. On a quand même toutes les intrigues politiques, on a les reines mortelles qui trament quelque chose de leur côté, on a les espions, on a peut-être une prochaine guerre qui se prépare, peut-être. Voilà, il y a matière quand même, il y a des choses à faire. Et je fais une parenthèse. Je filmais en me disant oh chouette, les travaux dehors ils se sont arrêtés, il n'y a plus de bruit, et là ça reprend. Mais bon, je vais pas arrêter ma vidéo là, je vais continuer, donc j'espère que ça ne s'entend pas trop. Donc globalement c'était une excellente lecture, pas un coup de cœur non plus, et encore, quoique, parce que franchement c'était vraiment bien. Mais en vrai, je vous le conseille à mort parce que
même là, savoir qu'il y a un tome 5, et ben j'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte, et j'ai qu'une hâte, c'est de le lire, parce que même si c'est encore sur le personnage de Nesta, et ben c'est pas grave, parce que trop bien en fait. Et j'ai oublié de vous dire quand même ce qui se passe à la fin, pour ceux qui savent ce qui me gêne dans les histoires maintenant. Il se passe un petit peu ça à la fin et c'est justifié, c'est totalement justifié par rapport au pouvoir de certains personnages, par rapport à l'histoire globale, à l'évolution de l'intrigue. Et puis on s'en doute, hein, depuis le début on s'en doute, mais ça m'a gênée un peu sur le moment et après coup je me suis dit c'est logique et puis on se doutait que l'auteur allait partir dans cette direction-là, donc voilà. Mais je vous cache pas que sur la fin il y a un petit truc qui m'a un petit peu déçue. En même temps je suis contente hein, qu'il se soit passé ça parce que j'aurais été excessivement triste qu'il se passe autre chose, mais un petit peu déçue quand même de ça, mais légèrement on va dire, donc voilà. Je clôture pour un palais de flammes d'argent. Lisez un palais de flammes d'argent si vous aimez cette saga parce que ça vaut vraiment le coup, c'est top et voilà, tout simplement. Donc, après un palais de flammes d'argent, j'étais un peu perdue, je savais pas quoi lire. Et en fait, Amy m'avait parlé de 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys, donc le premier tome Métamorphose. Le tome 2, normalement, il est sorti au mois de février, je crois, ou au mois de mars. Février. Bref, il est sorti, je vous remettrai là quand est-ce qu'il est sorti, s'il est vraiment sorti. Et elle m'avait parlé de ça, ça me titillait un petit peu. Je me suis dit, les fonds marins, ça peut être totalement différent quand même de ce que j'ai lu, avec quand même un petit côté fantastique. Voilà, ça peut le faire. Et donc pourquoi pas. Et donc je me suis lancée dans 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Pour vous faire un résumé, on va suivre Perséphone, qui est une jeune fille qui doit avoir 16 ans. Elle vient de passer le bac, donc du coup elle doit avoir 17-18 ans. Et elle est persécutée depuis toute jeune parce que elle a des gros problèmes de peau, elle a des... enfin, les gens la critiquent et elle se voit comme un crapaud parce que vraiment sa peau elle est vraiment pas belle en fait. Elle a de très beaux yeux, mais c'est tout le reste c'est pas ça qui est ça en fait. Et elle est persuadée qu'elle va mourir en fait parce qu'elle commence à avoir beaucoup de problèmes au niveau des articulations, elle a beaucoup de difficultés à respirer et même si ses parents lui disent non mais c'est bon, remets-toi, tu vas pas mourir, elle est persuadée qu'elle va mourir. Et depuis toujours en fait sa mère lui dit que elle a la phobie de l'eau, donc du coup c'est pour ça, ils habitent en plus en plein milieu de la France, donc vraiment elle a jamais accès à la mer ni rien du tout, elle va pas à la piscine, voilà. Et un jour en fait elle est très recluse parce que personne ne veut être son amie, parce que société de la beauté prime sur la personnalité, donc forcément elle est rejetée de tout le monde. Un jour sa mère s'en va pour son travail et son père lui dit bon écoute, tu viens de passer ton bac, c'est les vacances d'été, fais tes valises, tu pars chez ta tante que tu ne connais pas trop, donc chez la sœur du père, pars chez elle pour partir de moi en fait en vacances. Tu ne prends pas ton téléphone, tu ne nous appelles que via une cabine téléphonique et on ne dit rien à ta mère et comme ça elle ne saura pas te retrouver, elle te laissera vivre ta vie pendant 2 mois tranquillou. Donc pars chez ta tante qui est spécialiste des fonds marins, tout ça. Et donc elle part, voilà, elle part à l'aventure. Elle arrive chez tante Méduse, qui ne s'appelle pas tante Méduse, qui s'appelle Liane je crois, mais bon elle l'appelle tante Méduse. Et donc oui hein, elle est sympa tante Méduse. Et donc voilà, elle arrive chez tante Méduse et en fait elle va découvrir, comme l'histoire le laisse présager, comme la couverture le laisse présager, comme le titre le laisse présager, elle va découvrir que en fait quand elle va dans l'eau de mer il se passe quelque chose. Donc déjà il y a un mot du titre d'écume qui est totalement mis en avant à partir de ce moment là, et on va découvrir que Perséphone en fait son milieu naturel c'est l'eau, et plus particulièrement l'eau de mer. Et encore, pour ceux qui l'ont lu vous comprenez pourquoi le et encore. Et voilà, en fait on va découvrir sa vie, ce qui devrait arriver dans sa vie, et je ne vous en dis pas plus parce que voilà, juste ça je pense que c'est suffisant. Il faut savoir que tout ce qui est fond marin ça peut totalement me plaire ou alors pas du tout, c'est vraiment l'entre-deux. Et
Et il faut savoir aussi que ce que Amy m'avait dit, c'était que elle, c'était un énorme coup de cœur pour elle. Il y avait juste le début au niveau du langage de certains mots et tout, que c'était un peu particulier, mais que les fonds marins, tout ça, c'était trop bien, et que du coup, elle, c'était un coup de cœur. Et tout ce qui s'y passe après, ça gomme totalement le début où il y a beaucoup de mots comme ça et qu'on trouve plus trop dans la suite. Personnellement, c'est aussi ce que j'ai trouvé. Il y a beaucoup de mots qui m'ont fait un peu tiquer, qui m'ont un peu sorti de ma lecture sur le début. C'est gommé petit à petit, hein. On en a encore quelques-uns même à la fin du livre, hein. Et je vais pas dire que c'est un coup de cœur parce que c'est pas vrai. Mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture et je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Donc pas tout de suite s'il est vraiment sorti, mais c'est prévu que je le lise parce qu'en plus effectivement hein, ce tome 1 il se finit, on a trop envie de savoir la suite, hein, clairement. On effleure seulement les possibilités. Ce que j'ai trouvé vraiment bien, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est tout l'univers que l'auteur a créé autour des Mary Morgan, des différents peuples qu'il y a, des différentes espèces sous-marines, des différentes sociétés qui ont été créées, des batailles enfin des guerres même qui ont par le passé eu lieu. Tout l'univers qu'elle a mis autour. Alors j'ai toujours pas fait de recherche pour savoir si les Mary Morgan c'était vraiment une légende bretonne par rapport aux sirènes, tout ça, mais j'ai beaucoup aimé tout cet univers là, tout ce qu'elle a créé. C'était vraiment super intéressant. Le personnage de Perséphone il est super intéressant. Quand elle va découvrir un petit peu son patrimoine génétique, on va comprendre des choses sur le début du livre qui font sens, du coup tout est lié et tout fait plutôt bien du sens. Et c'est vrai que c'est super intéressant en fait. L'héritage génétique qu'elle va avoir fait un mélange assez particulier qui est très intéressant et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté-là. C'était vraiment super chouette. Pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que c'était vraiment bien. Les fonds marins, c'est top. Les créatures, c'est génial. Le côté Mary Morgan, l'organisation de la société et surtout l'organisation de l'inverse en fait de notre société à nous, où nous les femmes on est opprimées, bah là c'est un petit peu l'inverse. J'ai trouvé ça super chouette aussi et non franchement c'était vraiment bien. Il y a vraiment des personnages top, même le personnage de Mewen pour ceux qui l'ont lu, il est super intéressant, il est super complexe aussi et c'est un peu comme Perséphone, on le comprend, on comprend tout au long du livre pourquoi il est comme ça, on s'attache à lui de la même façon que Perséphone et voilà, c'est super cool. Et puis voilà en fait, pourquoi c'est pas un coup de cœur? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une excellente lecture et je vous le conseille largement parce que c'était vraiment super bien. Après, c'est vrai que faut pas se laisser perturber par ces petits mots qui sont un petit peu bizarres. Ça fait un petit peu tâche dans l'écriture, mais honnêtement, il n'y a que ça parce que sinon, c'est vraiment super chouette. Donc c'est avec plaisir que je lirai le tome 2, surtout que pour le coup, j'ai pas été déçue parce que ça faisait du sens dans l'histoire, l'évolution de tout ça, c'était plutôt chouette. Mais j'ai trouvé que sur, alors je sais plus, il y a 360 pages, un truc dans le genre, sur 360 pages, j'ai trouvé que la partie sous-marine était quand même beaucoup moins présente parce que j'avais dans l'idée qu'une fois que Perséphone va au niveau sous-marin, elle y reste en fait et on ne la voit plus sur Terre. Et en fait, bah non, d'ailleurs je vous le dis, hein, si vous pensez ça, bah, en fait elle va revenir sur la terre ferme très rapidement en fait. Enfin, très rapidement. Elle va revenir sur la terre ferme pour une bonne partie de la fin du livre et du coup en fait c'est vrai que j'ai envie de voir quand elle va retourner dans l'eau et comment elle va mener à bien la mission qui lui a été demandée. Donc voilà, franchement c'était super chouette et voilà, c'est tout. En plus les révélations qui sont faites à la fin, franchement, dans un coin de mon cerveau j'avais un peu cette hypothèse là qui m'est venue et je me suis dit
oh non quand même c'est un peu bizarre, je trouve ça vraiment trop bizarre donc ça doit pas être ça. Et en fait si c'est ça. Et du coup bah, j'ai trop envie de voir, j'ai trop envie de savoir et puis voilà. Donc quand je vous en parle en fait je me dis mais en fait c'était un coup de cœur, laisse tomber. Et pas vraiment. Bref. Lisez 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys, c'était vraiment super chouette. Si ça vous tente, franchement, allez-y parce que voilà, c'est vraiment super chouette. Et puis voilà. Donc voilà pour cette update lecture. J'ai fait d'excellentes lectures, je me traîne, mais alors d'une force, quand je vois la quantité de livres que j'ai lus depuis le début d'année, en sachant qu'on est au mois de mars, ça me fait presque pleurer tellement je ne lis pas. Et je me dis, ah mais tu t'étais fixé un petit objectif pour l'année 2022, mais laisse tomber, c'est mort, tu n'atteindras peut-être même pas la moitié de l'objectif que tu t'es fixé. Bref, c'est tout. Ce n'est pas grave, mais en tout cas pour l'instant, je n'ai pas fait de mauvaise lecture, je ne crois pas. Et donc j'espère que je vais continuer sur cette lancée-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces deux livres-là parce que franchement, ils valent vraiment le coup. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces deux livres-là, si vous les avez lus et si vous donnent bien envie, pourquoi pas. Et puis, n'hésitez pas à me conseiller aussi d'autres livres dans cette même catégorie de livres parce que je suis toujours très intéressée par ce que vous lisez et que moi je ne connais pas. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!